Fait qu'on va y aller avec la révision sur l'électricité et l'électromagnétique. Puis là, vous pouvez poser des questions pareilles, hein, ça ne dérange pas. C'est juste que pour dépanner, donc certains, là, je vais m'enregistrer, puis je vais faire ça aussi avec les autres cours. Fait que l'électricité, donc je ne sais pas si vous voyez, là, mais il n'y a pas tant de pages donc non plus, fait qu'on va aller assez rondement. Là, c'est clair qu'il va nous manquer des pratiques, donc par exemple, donc c'est un peu plus théorique, juste des petits exemples de temps en temps, mais ça ne sera pas assez là, pour se pratiquer donc au complet. OK. Fait que les charges électriques, qu'est-ce que c'est? Bien, dans l'Antiquité, donc on a déterminé qu'il y avait deux types de charges électriques. Jusqu'à date, donc c'est encore ça. Il y a des charges qui sont dites positives et des charges qui sont dites négatives. Et nous, c'est qu'est-ce qui va nous intéresser dans l'électricité? Puisque c'est vraiment donc les électrons qui vont voyager, qui vont faire en sorte qu'il va y avoir donc de l'électricité. Quand est-ce que deux charges donc s'attirent? Donc, c'est quand on a des charges contraires. Dans ce temps-là, il va y avoir donc une attirance. Donc, on le sait hein, que les électrons puis les protons s'attirent parce qu'il y en a un qui a une charge plus puis l'autre qui a une charge moins. Puis quand est-ce que ça va se repousser? Bien, c'est quand que je vais avoir des charges semblables que là, il va y avoir donc un repoussement. Genre plus avec moins, excusez, le plus avec plus ou moins avec moins. Donc, ça ne s'aime pas. C'est comme, admettons, les aimants, hein, deux pôles pareils, là, ça va se repousser. Ensuite de ça, donc, à l'aide du modèle de Rutherford-Bohr, on a donc déterminé que les forces d'attraction, donc dans un atome, en général, donc c'est neutre, ça c'est sûr. On appelle ça des forces donc de cohésion. On est censé avoir autant donc de protons que d'électrons donc dans un atome. Donc ça veut dire que dans ce temps-là, cet atome-là va être généralement électriquement donc neutre. Fait que pour avoir des charges électriques, il va falloir faire déplacer donc quelques charges. Habituellement, ça va être les charges négatives qu'on va envoyer ailleurs pour que notre objet donc soit chargé soit positif ou soit donc négatif. On va se servir de l'électricité statique, comme par exemple avec nos draps. Là. Tu sais, tout le monde a déjà donc vécu ça. Là. On sépare, admettons, là, des draps ou des vêtements donc dans le noir, là, puis il y a un petit courant électrique, des petites étincelles donc qui va se faire. Bien, ça, c'est de l'électricité statique. Et qu'est-ce qui permet cette électricité statique-là? C'est des électrons qui sont en périphérie des atomes, qui sont moins attachés donc au noyau, qui vont voyager. Fait qu'ils vont comme se transférer donc par frottement. C'est pour ça que quand que je marche, puis que je me traîne les pieds sur le plancher, puis que je touche à quelqu'un, je peux pogner donc l'électricité statique, donc admettons. Là. C'est normal parce que moi, en frottant, donc mes pieds sur le plancher, il y a tout le temps une matière qui va davantage attirer donc les électrons que l'autre. Fait que ça, admettons que c'est moi là, qui attire vraiment, vraiment, vraiment beaucoup donc les électrons, parce que j'ai une charge électrostatique plus importante, bien, je vais devenir chargé négativement. L'autre objet, admettons, que je veux toucher, bien, s'il est chargé donc positivement, donc il peut avoir, donc, admettons, donc, une attirance. Fait que ça s'appelle les phénomènes d'électrostatique. C'est des corps qui vont perdre donc des électrons. Les protons, eux autres, vont rester donc en général donc à leur place. Donc, ça va être vraiment un déplacement donc de charge négative donc uniquement. Fait que quand on dit qu'on perd des électrons, bien, ça veut dire que j'ai moins d'électrons, j'ai moins de négatifs, fait que je vais devenir chargé positif. Puis si je gagne des électrons, si je vais me chercher plein, plein, plein d'électrons, les électrons s'en viennent sur ma matière, bien, ça veut dire que je vais devenir chargé négativement. Dans ce temps-là, bien, il y a certaines substances ou certaines matières là, qui vont être plus facilitantes pour aller chercher des électrons. Puis dans ce temps-là, on va dire qu'il y en a qui sont des bons conducteurs, des mauvais conducteurs. Fait qu'on va commencer avec un bon conducteur. Un bon conducteur, donc, c'est quoi? C'est lorsque les charges là, sont dispersées partout. Fait qu'admettons là, que je verrais là, quelque chose là, qui conduit bien le courant, comme du cuivre, bien, ça veut dire que ces charges seraient réparties partout, partout, partout. Donc, on peut dire dispersées ou réparties. Fait que comme ça, bien, si ces charges sont réparties, bien, on peut aller faire voyager donc, les électrons à l'intérieur. Puis un mauvais conducteur, c'est quoi? C'est qu'il va avoir des charges négatives d'un coin, admettons, du matériau. Les charges négatives vont vraiment être localisées, ce ne sera pas partout. Fait que ça veut dire que ça va être un mauvais conducteur. Un exemple qu'on peut avoir à l'examen, il y a toujours un exemple là-dessus, donc à l'examen. Tu sais, des espèces de petites boules là, chargées, là, puis on veut savoir s'ils se repoussent ou s'ils s'attirent. Là. En général, là, c'est des choix de réponse. Là. Les boules vont s'attirer, les boules vont se repousser ou peu importe. Puis là, ben, il y a toute une affaire de frottement. Fait admettons, on frotte de la laine avec du plastique. Donc, j'ai écrit là, on frotte donc la laine avec le plastique. Le plastique a tendance davantage à aller chercher
donc les électrons, parce qu'il est en haut de la liste, donc électrostatique. On vous la donnerait, mettons, là, la liste électrostatique. Puis de l'autre côté, on frotte du verre avec de la soie ou de la soie, donc avec du verre. Mais là, c'est le contraire. Les électrons vont s'en aller vers la soie. Pourquoi? Ben, c'est parce que la soie, là, est vraiment plus en haut dans la liste d'électrostatiques. Elle a tendance à attirer un peu plus, donc les électrons. Fait que ça veut dire que si j'ai des charges négatives qui s'en vont là, ben, le plastique, lui, il va devenir négatif parce qu'il va avoir plus de négatifs, plus d'électrons. Ça, c'est-tu comprenable? Oui. Puis lui, ben, vu qu'il s'est débarrassé, il a donné ses électrons, ben, il va devenir positif. Bon. Ici, même chose. Vu que les électrons s'en vont là, ben, c'est sûr que la soie va devenir positive parce qu'elle va chercher à gagner des électrons. Puis le verre, il s'en est débarrassé, il a donné ses électrons. Fait que s'il a donné ses électrons, ben, ses atomes vont être davantage chargés positifs. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'au départ, là, on a deux petites boules suspendues de même, là, qui sont neutres, là. Ils sont bien là, stables, ils sont neutres. On va les mettre neutres là, ici. Puis là, on va approcher le verre d'un côté, puis on va approcher donc le plastique donc de chaque côté. Fait qu'on va les approcher, les approcher, les approcher. Fait que ça veut dire que, le plastique, ben lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va transmettre donc ses charges négatives, donc ici. Puis le verre, ben, il va prendre, la petite boule ici, là, va prendre la même charge donc, que le verre. Autrement dit, ça va envoyer donc ses charges négatives donc de l'autre côté. C'est toujours les charges négatives qui voyagent. Donc, qu'est-ce qui voyage? Qu'est-ce qui se déplace? Voyage, se déplace. C'est juste les charges négatives. Les charges positives, eux autres, là, ils restent comme là, tout le temps. Fait qu'ici, ben justement, le plastique, il a comme transféré ses charges négatives à la petite boule-là. Fait que la boule devient chargée négativement. Au départ, elle est un neutre. Puis, on peut mettre un N. Là. Mon Dieu, ça ressemble à des seins, ce que je viens de dessiner, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'on va mettre un N là, au lieu de mettre ça, là, sinon ça n'a pas de bon sens. Fait qu'on est dans le système reproducteur. Puis ici, ben justement, quand on va approcher donc le verre, lui est chargé positif. Hey, fait que là, il va aller attirer les électrons, les charges négatives de la boule ici, là, qui était donc qui était neutre. Fait que ça veut dire qu'elle va devenir positive parce qu'elle a tout donné, transféré donc ses électrons. Fait que là, la question, ça sera ces deux boules-là qui sont suspendues, admettons, par des petits fils, là, vu qu'il y en a une qui est négative puis positive, donc est-ce qu'ils vont s'approcher, s'éloigner, rester pareil? Fait que la réponse, on va aller écrire réponse, ils vont s'approcher ou s'attirer. S'attirer, s'approcher, ils vont se coller comme on veut. Je ne sais pas si vous comprenez, là. Fait qu'il faut savoir que plus et moins ça s'attire, moins et moins ça se repousse, puis que les charges, ben, dans le fond, là, ils vont voyager tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, en allant donner donc les charges donc négatives. On va aller écrire ici là, que c'est le plastique qui est plus fort. C'est pour ça qu'il va aller chercher les charges négatives de la laine. Puis on va aller écrire ici que la soie, c'est elle qui est la plus forte pour aller attirer donc les électrons. C'est pour ça que les charges négatives là, vont s'en aller dans la soie. Au départ, là, tout le monde, là, plastique, laine, verre, soie, puis tout ça, là, avant le frottement, là, c'était tout neutre. Là. Il y avait autant de charges positives que négatives. L'autre côté, je sens que vous êtes vraiment content d'être là. Ça, c'est toutes les explications là, de la figure qu'il y a avant. Fait qu'on va aller mettre explication. Moi, je l'ai dit dans mes mots. J'ai fait des petits dessins donc à côté, là, mais c'est les résultats là, finalement du dessin d'avant. Et regardez la réponse. Là. Les deux s'attirent parce qu'il y a une petite sphère qui est positive et une petite sphère qui est négative. Fait que je vous laisse souligner ça. Puis on va tomber à l'électrocinétique. C'est correct? OK. Fait que électrocinétique, bon, ça, c'est quand ça bouge. Cinétique, là, ça veut dire donc mouvement. Fait qu'on va aller écrire mouvement. Puis électro, ben, ça veut dire électricité. Fait que le mouvement de l'électricité. Fait que juste à voir dans comment que le courant, il va circuler. On se rappelle hein, qu'on a deux types donc, de courant. Il y a un courant qui est dit donc continu, puis un courant qui est dit alternatif. Le courant continu, qu'on va appeler CC là, souvent, là,
Lui, là, ça va être lui là, qui va être utilisé là, dans les piles électriques, qui va tout le temps fournir un courant tout le temps, tout le temps, tout le temps égal, comparativement à nos prises de courant qu'on a dans le laboratoire ou chez nous, qu'on branche notre séchoir là, ou notre grille-pain. Lui, c'est un courant CA, courant alternatif. Lui, là, c'est que le courant, là, il va varier d'intensité. Donc, ça va comme être des variations donc, de courant donc constant. Donc, ça, on a ça à savoir. On a à savoir aussi que tous les appareils qu'on utilise donc, chez nous, le but, là, c'est d'être alimenté, d'aller chercher donc, le courant électrique. C'est toujours l'électricité des électrons, des charges négatives qui se déplacent dans un conducteur. Puis en général, qu'est-ce qui est conducteur? Bien, c'est en général pas mal tous les métaux, sauf exception. Puis les électrolytes, les substances là, dans lesquelles on a dissous des acides, des bases et des sels. Dans quel sens que le courant continue? Puisque nous autres, on va un peu plus donc travailler avec le courant continu. Ben, en tout cas, admettons qu'on s'intéresse au courant continu là, présentement. Là. Donc, dans quel sens que ça va voyager? C'est que les électrons, les charges négatives, vont se diriger vers le pôle positif. Contrairement à la deuxième façon, donc parce qu'il y a deux façons, quand on s'intéresse au courant conventionnel, bien ça, le courant conventionnel, c'est le contraire. Ça va aller du positif vers le négatif. Pour des raisons là, de commodité, là, en général, là, nous autres, là, on va travailler, ce que j'ai dit le contraire tantôt, là, on va s'intéresser au sens conventionnel. Fait qu'il va falloir vraiment retenir là, que le courant, il va du plus au moins. Mais si vous parlez avec des anciens électriciens, là, ils vont vous dire le contraire, du moins au plus. Oui. OK, fait que tu vas y aller avec lui, conventionnel. Donc, c'est vraiment lui. Fait qu'on va utiliser celui-là. Fait que lui, là, on le laisse faire. Je t'ai rendu là. Donc, lui, on le laisse faire. Puis, le sens conventionnel, nous autres, on va vraiment y aller que c'est du plus au moins. C'est juste que si vous posez des questions à un vieux électricien, là, il va tout vous dire à l'envers. Parce que lui, là, il travaille avec le sens là, réel du courant. Nous autres, on y va avec le sens conventionnel. OK. Ici, quand on parle donc de courant donc généré donc par un alternateur comme on a là, finalement donc dans les barrages donc hydroélectriques, habituellement donc les alternateurs, le courant alternatif va avoir une fréquence de 60 Hz, donc à peu près. Le courant, il va être mesuré donc avec l'intensité donc de courant. L'intensité de courant, son symbole, ça, va falloir le savoir par cœur, là. C'est le gros I majuscule et son unité, ça va être l'ampère, A. OK? Donc, avec un gros A, donc majuscule. Qu'est-ce que ça mesure, l'intensité de courant? Ça mesure la circulation donc des charges d'un point à l'autre dans un conducteur. Fait qu'admettons, là, j'ai une pile comme ça, j'ai un circuit électrique, admettons, avec une ampoule. Mon Dieu, mon ampoule est vraiment laide, là. Fait que c'est sûr qu'on avait dit que ça va du plus tout le temps, donc au moins. Fait que mon courant donc, va circuler donc comme ça. Fait que nous, là, quand on veut savoir l'intensité du courant électrique, on va vouloir savoir si le courant va vraiment voyager vite ou moins vite. C'est ça, là, mesurer donc l'ampérage. Et l'ampérage, ça se mesure avec quoi? L'intensité de courant, ça se mesure avec quoi? Bien, ça se mesure avec un ampère-mètre. Ah, c'est pour ça que son unité, donc, c'est l'ampère. Fait que ça, là, il faut vraiment se rappeler donc de tout ça. Puis le symbole, l'ampère-mètre, c'est un petit A avec un petit rond, puis on va le relier donc au fil électrique. Deuxième affaire qu'on peut mesurer pour le courant, comme on pourrait dire, c'est la tension. Un synonyme de tension, là, écrivez-le en gros, là, c'est la différence de potentiel. Différence de potentiel, son symbole, c'est un gros U majuscule. Son unité, c'est le volt avec un V majuscule. Et c'est pourquoi qu'on va utiliser un voltmètre pour être capable, ça c'est son symbole, là, le voltmètre, pour être capable de mesurer la différence de potentiel. En passant, là, en général, le volt, voltmètre, là, on a pris ça avec le nom là, des inventeurs là, qui ont découvert tout ça. Fait que je vous laisse souligner ça. Puis on nous dit que le courant électrique là, dans un conducteur là, va se faire si on a une différence de potentiel. Autrement dit, regardez bien, c'est comme si j'avais un gros tuyau en U, comme ça ici, puis là, je mets de l'eau dedans.
L'eau, là, ça va être représenté là, par le courant. Admettons là, que je mets, moi, là, la petite bonne femme, là, on va me mettre une jupe, là. Ça sexiste un peu, là. Je vais me mettre une jupe. Puis, il y a un gros bonhomme. Donc, admettons mon conjoint. Je ne vais pas dire qu'il est gros. C'est pas ça que j'ai dit, là. Il est juste plus fort. Mais admettons qu'il est de l'autre bord. Puis qu'on a toutes les deux, là, une espèce de piston comme ça, là. Puis on veut faire déplacer l'eau. Et mon conjoint, s'entend-tu, là, qui est plus fort? Fait qu'on s'entend, là, que ça va aller du plus au moins, hein, comme l'électricité, là, du plus fort au moins fort, qui est moi, là. Fait que qui c'est qui va recevoir de l'eau d'en face qui va se faire asperger? C'est moi. Parce qu'on a une différence de force. C'est pour ça que le courant va circuler, que l'eau va circuler. Si, admettons qu'on était de la même force de chaque côté, je mettais deux messieurs là, pareils, de la même force, ou deux filles comme moi de la même force, le courant ne circulerait pas. C'est comme ça que le courant fait là, pour circuler. Même affaire si, admettons, que je veux vider donc un spa, là, ou admettons que je veux, quand j'ouvre ma caduc, donc chez nous, que l'eau s'écoule, ben c'est parce qu'il y a une grosse pression, donc là-bas à la ville, là, qui pousse l'eau. Puis il y a une petite pression, donc chez nous. Fait que quand je vais ouvrir, ben, ça va aller de la plus grosse pression à la plus petite pression. C'est pour ça que ça va s'écouler jusqu'à temps qu'il va avoir de l'eau. C'est pour ça que le courant donc, va passer. Des exemples d'une pile. Et là, on se fait là, donc un bel exemple comme ça, puis il va y avoir des petits numéros donc dessus. On peut peut-être aller souligner exemple, comme ça ici. Fait qu'admettons que donc j'ai une pile, donc électrique, puis on a les petits symboles ici. Donc ça, c'est le symbole de la pile. Cherchez-moi pourquoi là, qu'il y a une petite flèche de même, là, mettez un petit X, là, c'est une petite flèche, là, on s'en fout. On a tout le temps une charge donc positive, puis un côté donc négatif. On peut avoir aussi donc un symbole d'ampoule, comme au numéro 1. Puis là, on veut savoir comment brancher, admettons, mon ampèremètre puis mon voltmètre. Puis en plus, on pourrait se mettre un interrupteur comme ça, là, on-off, tuk-tuk, donc électrique. Mon interrupteur, là, quand il est à on, ça veut dire que le courant peut passer, la boucle peut se refermer. Donc ça, c'est à on. Et quand je suis à off, comme ça ici, bien, ça veut dire que ma petite ligne, là, mon petit fil électrique, là, il est comme relevé. Comment que je vais brancher mon voltmètre puis mon ampèremètre? Bien, l'ampèremètre qui est noté avec un A, lui, il se branche en série. Puis le voltmètre qui est noté avec un V, lui, il se branche en parallèle. En série, là, regardez bien, c'est comme ça, donc en série. Je ne sais pas si vous comprenez, là. Fait qu'admettons que je veux mesurer là, le courant qui passerait là, dans ce bonhomme-là, là, dans cet humain-là, là, ben, je brancherais donc mon ampèremètre à la suite. Tu sais, dans le fond, j'ouvrirais mon circuit, je brancherais donc mon ampèremètre, puis on regarderait le courant qui passe dedans. Mais pour aller mesurer la différence de potentiel, ben là, c'est une différence. C'est une soustraction. Fait que là, je ne peux pas, là, tu sais, mettre mon voltmètre en série. Il va falloir que mon voltmètre, il prenne une lecture là, puis qu'il fasse la différence. Qu'il regarde, ben, c'est-tu plus élevé là, puis là, il va faire une soustraction, puis voir, ben, entre les deux, s'il y a une différence, ça veut dire que ça va circuler. Fait qu'admettons, si je serais donc en série, là, il faudrait que je me prenne de même, là. Je ne sais pas si vous comprenez, là. Donc, ça, c'est en série, un à la suite de l'autre. Puis là, on est comme donc en parallèle. Fait que je prendrais le courant qui sort, le courant qui rentre, ou peu importe, là, je ferais la différence entre les deux. Pas pire? OK. L'autre côté, là, vous avez l'air vraiment intéressé, ça n'a pas de bon sens. La résistance. Oh, ça, c'est le symbole R. Un gros R. Et à quoi ça sert la résistance? C'est que tous les conducteurs offrent une résistance au passage du courant. À toutes les fois là, que j'ai un fil électrique, un fil, admettons, là, pour brancher, admettons, mon cellulaire pour le recharger, le fil, là, il perd tout le temps un peu d'électricité. Il offre une résistance. Tellement que dans les gros fils électriques, là, ou la rue, là, il va y avoir des résistors pour abaisser donc le courant, sinon, ce serait vraiment, vraiment, vraiment trop fort. Puis l'unité, c'est le ohm, en l'honneur de George Ohm. Et le ohm, là, ça ressemble à ça, là, une petite tape, un petit rond, puis un autre petite tape, donc comme ça. Puis c'est son unité, là, dans le fond, de mesure. En général, on va y aller avec l'espèce de petit oméga là, qu'on a comme ça. Pour créer une résistance, on va utiliser des résistors. Les résistors, qu'est-ce que c'est ça? Donc, c'est un élément du circuit qu'on va aller insérer dans le circuit comme une ampoule ou quelque chose d'autre, puis on va vouloir abaisser, contrôler l'intensité du courant. Habituellement, je vais vouloir baisser donc l'intensité du courant.
La loi de Ohm, c'est une formule. La formule, elle est ici. Donc, loi de Ohm, c'est U est égal à RI. N'importe quel électricien se sert de ça. Mon conjoint est en génie électrique, il s'en sert encore de ça. C'est une formule vraiment donc de base. Puis, qu'est-ce qu'a dit cette loi de Ohm-là? C'est que si on la prend sous cette forme-là, elle puis elle, c'est la même. C'est la même affaire. C'est que l'intensité du courant, puis le U sont toutes les deux au numérateur. Ça veut dire que l'intensité du courant, I, intensité du courant I, est directement proportionnelle à la tension U. C'est normal, parce que plus j'ai de courant qui passe, plus la différence de potentiel va être élevée. Plus j'ai une différence de potentiel élevée, plus le courant donc, va être intense. C'est comme moi tantôt là, avec mon tuyau, là, si mon conjoint là, il décide là, de peser en masse, là, là l'eau va circuler? Oui. Fait que là, le courant va vraiment circuler beaucoup. Puis, le I et le R sont inversement proportionnels. C'est normal. Plus je mets de résistance, moins le courant va passer. Comme, admettons, si, là, je ne sais pas, là, dans un circuit électrique, là, je mets plein d'ampoules, plein de résistances, plein d'affaires pour bloquer le courant, plein de fils vraiment, vraiment, vraiment longs, bien, c'est sûr qu'il va y avoir des pertes donc, de courant, fait que la résistance donc, va être plus élevée. Autrement dit, si je double la tension, c'est le U, c'est le voltage, bien, l'intensité du courant aussi va doubler, comme ça. Si je double la résistance, bien là, c'est sûr que l'intensité du courant, elle, va diminuer donc de moitié. Fait que tout ce que je peux savoir de ça, comment ça peut se résumer, c'est ça. U est égal à RI. Il faut juste se rappeler, aller recopier ça, là, la formule, là, ça c'est la loi de Ohm, là. U est égal à RI. Le U, son unité, c'est des volts. Ça, c'est unité, OK? Unité. La résistance est en ohm, puis l'intensité de courant, donc c'est en ampères. On va se faire un petit exemple avec ça. Fait qu'écrivez exemple ici, exemple, comme ça. Et voilà. Fait qu'on nous dit, admettons que j'ai une borne ici, puis là, on a donc le voltage, donc aux bornes, ils nous disent qu'on a une tension de 12, donc volts. Fait que ça, là, dans le fond, là, le voltage, là, regardez le voltage, là, c'est le U. C'est la différence de potentiel. Fait qu'on pourrait écrire U est égal à 12 volts. Après ça, on a mis dans le schéma une résistance de 30 ohms. Fait qu'on pourrait mettre R est égal à 30 ohms. Et nous autres, qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va aller chercher l'intensité de courant qui va passer là, finalement donc, dans ce circuit-là ou aux bornes du circuit. Fait que l'intensité de courant, c'est ça qu'on cherche, qui circule dans le résistor, donc qui va passer donc, dans ce résistor-là. Je vais pouvoir aller le calculer avec la formule, et là, on va aller se mettre la belle formule U est égal à RI pour aller isoler cette formule-là. Il faut être capable de l'isoler. Si j'isole le I, on écrit ça tout le monde, ça va donner U sur R. Et si j'isole le R, comme ça ici, ça va me donner U sur I. Regardez bien comment on fait là. Je veux isoler le R, j'envoie le I en dessous. Je veux isoler le I, j'envoie le R, donc finalement, donc en dessous. Fait que nous, justement, c'est le I qu'on va aller chercher. Fait qu'on va prendre celle-là, je l'écris. Fait que tout ce que je vais faire, c'est, moi j'aime mieux les mettre numérateur, dénominateur, là. Je vais faire 12 volts divisé par 30 ampères, 30 ohms, pardon. Puis ça va me donner, si je divise ça en calculatrice, 0,4 ampères. Puis là, c'est clair, là. Il faut que je me rappelle là, que le U, c'est en volts. Le R, c'est en ohms. Puis à la fin, le I, ben, c'est en ampères. Fait que ça veut dire que si je mettrais un ampère-mètre ici, là, suite, donc en sortant, donc admettons là, du résistor ou en rentrant dans la pile, ben, l'ampère-mètre me donnerait une lecture de 0,4 ampères. Y a-t-il des bouts à l'électricité là-dedans que ça ne marche pas? OK. Oui, oui. OK. Parce que quand tu isoles là, en mathématiques, là, admettons, je vais le mettre en jaune, là, si j'isole mon R comme ça, là, il y a un fois entre les deux, es-tu d'accord? Fait que le contraire de fois I, c'est divisé par I. C'est comme en mathématiques, là, je divise par I de chaque côté, comme ça. Fait que là, les I s'annulent, il me reste mon R, fait que ça me donne U sur I. En fait, je suis en train de faire de l'algèbre quand j'isole.
Fait que c'est ça. Fait que tu peux t'en servir là, pour être capable. Donc, dans le fond, c'est les mathématiques, c'est la même chose. C'est une bonne question. Le graphique, là, l'aime-moi un peu, mais il faut juste savoir que si je fais le graphique de l'intensité, le I, en fonction de la tension, c'est le U, ça va me donner une belle ligne droite. C'est normal parce que quand la tension augmente, autrement dit, quand la différence de potentiel augmente, l'intensité aussi du courant donc, va augmenter. Si je pèse plus fort sur un bout de tuyau avec mon conjoint, là, c'est sûr que l'eau va circuler donc plus vite. Puis qu'est-ce que ça peut me donner, donc ce graphique-là? Ça peut me donner que si je calcule la pente, c'est écrit là, je le cherchais. Si je calcule la pente de ce graphique-là, c'est ça la formule de la pente? On va aller l'écrire. C'est Y2. Ah ouais, comme en secondaire 3, là. Y2 moins Y1 moins Y1. Mon Dieu, c'est pas beau. Y2, je vais être pleine d'arbouilles avec mon gilet. Y2 moins Y1 sur X2 moins X1 en me prenant 2 points. Et mon Dieu, que c'est loin, hein? On se prend un premier point juste qui arrive à 0, 0. Tiens, je vais prendre lui, il arrive juste. Le point 4, 0,08. Comme ça, je vais le séparer par des points virgules, là, comme ça va être plus clair. Je vais décider que ça, c'est le point 1, X1, Y1, puis je vais décider que lui, c'est le point 2, X2, Y2, 2. Fait que si je fais Y2, fait que je vais faire 0,08 moins mon Y1 qui est 0, puis 4, mon X2 moins mon X1 qui est 0. Bien, si je pitonne ça, ça va me donner tout simplement, je ne le sais pas, je vais aller voir parce que je l'ai fait, donc mon pitonnage, parce qu'il y a un petit bug là, dans leur numéro. Ouais, ça va me donner, c'est ça, 0,02, écrivez ça, 0,02 comme réponse. Puis là, vous allez dire, t'es bien menteuse, les autres, ils arrivent à 50. Bien, la pente, là, il faut tout le temps faire l'inverse de la pente. L'inverse de la pente, là, ça veut dire qu'il faut faire 1 sur ça ou inverser finalement, donc les chiffres ici, là, de faire 4 moins 0 divisé par lui. Et là, ça va me donner, tadam, la résistance, comme ça ici. Fait qu'autrement dit, l'inverse de la pente, si je fais l'inverse, j'inverse les Y puis j'inverse les X, ça va me donner la résistance si j'ai un graphique, donc avec des points fixes que je peux aller chercher, donc 2 points. OK, on y va avec l'autre, ici. Fait que ça, c'est l'explication. Fait que soulignez ça. Ça, en passant, ce graphique-là, ben, s'applique juste quand j'ai une résistance constante, fait qu'il est tout le temps constant. Ça ne serait pas le cas, admettons, dans un élément chauffant où est-ce que la résistance augmente puis baisse, admettons, avec la température. Mais ça, on s'en fout pour l'examen. Circuit électrique, bon, il va falloir aller faire des petits calculs. On a plusieurs éléments dans un circuit électrique, fait que ça veut dire qu'on peut soit les brancher en série ou les brancher en parallèle. En série, c'est comme si que tout le monde, là, je vous dirais, là, venez, on va se prendre par la main pour faire un beau rond, mettons comme en maternelle. Là. Fait que ça, c'est en parallèle. Tout le monde là, est un à côté de l'autre. Fait que là, je pourrais mettre un petit résisteur 1, je pourrais mettre une petite ampoule, ou 3 petites ampoules, ou 3 petits résisteurs. Puis là, ben, si je veux être capable de mesurer donc l'ampérage, ben, je vais mettre mon ampèremètre aussi donc en série. Fait que, tu sais, mon ampèremètre, là, je pourrais le mettre après la pile, après mon résisteur 2, donc comme je veux. Donc, mais là, on me donne là, que les 3 résisteurs, c'est 2 ohms, 3 ohms, puis 4 ohms. Si je vais aller chercher, donc la résistance équivalente, là, elle est ici, là, résistance donc équivalente, c'est là, là. C'est comme si que je mettais les 3 résisteurs donc ensemble. Fait qu'au lieu là, de me faire chier à mettre un résisteur, un deuxième, un troisième résisteur, si je voudrais savoir là, la résistance totale, bien, c'est la même chose qu'aller chercher la résistance équivalente. OK? La même affaire. Et quand je suis en série, pour aller chercher la résistance équivalente, il faut que j'additionne toutes mes résisteurs. Fait qu'autrement dit, là, je vais comme additionner mon 2 ohms, 3 ohms, donc 4 ohms, donc qui va me donner finalement donc mon nombre de ohms ici, c'est ça qu'ils ont fait, là,
aller chercher la résistance équivalente. Écrivez ça, là. Équivalente de... non, c'est pas ça. C'est pas ça qu'ils ont fait là. Excusez. Donc, si admettons que je voudrais aller la chercher, j'additionnerais. Donc, je ne sais pas ce qu'ils l'ont fait, hein, quelque part. Ils sont bien poches. On va le faire. Tu veux faire. On va le faire là. Bon, c'est que ça, admettons qu'on additionne donc toutes les résistances. 2 ohms plus 3 ohms plus 4 ohms, bien, ça veut dire que ma résistance équivalente serait de, mon Dieu, j'ai de la misère à additionner, on dirait à cette heure-là, et de 9 ohms. Fait que je pourrais remplacer ces trois résisteurs-là par un gros 9 ohms, là, puis ça fera. Ça va? Ça s'appelle la résistance équivalente. Et là, on écoute, là. Résistance équivalente, là, c'est comme si que je prenais la résistance à la source, tu sais, pour comme remplacer donc tous mes trois résisteurs. Qu'est-ce que je pourrais aller chercher aussi? Puis qu'est-ce qu'il pourrait me demander? Il pourrait me demander, puis on va se mettre des petits points d'interrogation, là, le U, la tension qu'il y a au résisteur 1, la tension qu'il y a au résisteur 2, puis la tension qu'il y a, admettons, donc au résisteur 3. Pour ce faire, bien, c'est sûr qu'il faudrait que je prenne un voltmètre. Fait que si, admettons que je voudrais mesurer le voltage ici, il faudrait que je le mette en parallèle. Fait que, mon voltage, là, je fais comme piper ici de chaque côté, ou là, je le mettrais là, ici, de chaque côté, mon voltmètre, ou chaque côté, donc du 3. Mais comment que je ferais pour le calculer, ce voltage-là, après chacun des résisteurs? C'est ça qu'on est allé chercher, là. Fait que si je vais aller chercher le U dans chacun des résisteurs, je vais prendre la formule, on va aller la réécrire. U est égal à RI. Fait que je vais prendre la résistance donc de chacun. Donc ça, là, il y a les petits égales qui n'ont pas bien sorti, mais vous les avez là, sur vos affaires. Fait que je prends toujours la résistance, comme ça, fois l'intensité donc du courant. Fait que si on saurait, là, dans le fond, la différence de potentiel, le voltage que j'ai de chaque côté donc de mon résisteur. Mais là, vous allez dire, comment tu as fait pour aller trouver donc ton I? Ton intensité de courant. Bien, au départ, pour aller chercher donc mon I, je prends ma formule U est égal à R fois I. Je vais aller isoler donc mon I. Mais là, quand je calcule ça, il faut absolument que j'aille chercher la résistance équivalente, la résistance de tout le circuit donc au complet que je suis allé chercher finalement donc ici. Fait que je vais faire le U, le voltage, puis le voltage, là, dans le fond, on est allé donc l'additionner ici. Donc, regardez là, le U total ou le U à la source, on va mettre S là, à la source. Là. Donc, on sait qu'on a 2 volts, 3 volts, 4 volts, donc, puis 9, puis si je l'additionne, donc ça donne 9 volts. Là, c'est tous mes petits voltages ici là, que je suis allé additionner. Fait que je sais que partout, j'ai 9 volts. Fait que ça, là, c'est comme mon U à la source pour avoir mon S à la source. Là, vous allez dire, qu'est-ce que c'est ça, donc, à la source? À la source, là, c'est pour mesurer là, de chaque côté de la pile, comment il va sortir de courant, comment il va rentrer de courant. Fait que pour ce faire, bien, facile, je vais aller isoler donc mon I, je vais faire mon U divisé par la résistance équivalente, ça va me donner 1 ampère. Et en passant, là, mon 1 ampère, là, regardez le I, là, est égal à 1 ampère, là, ça va être la même partout. On va l'écrire partout. Pourquoi? Parce que tantôt, il va falloir savoir qu'en série, regardez bien, en série, l'intensité du courant est égale partout. Ça, c'est un truc pour le retenir. On va se le mettre dans un tableau tantôt. Fait que ça veut dire que partout ici, là, l'intensité, là, ben, coudonc, l'intensité ici au numéro 1 serait de 1 ampère. L'intensité au résisteur 2 serait de 1 ampère aussi. L'intensité au résisteur 3 serait de 1 ampère aussi. Puis l'intensité aussi à la source, ben, serait de 1 ampère aussi. En série, l'intensité du courant est pareil partout, mais ce n'est pas la même chose pour le U. Je ne sais pas si vous voyez, donc le U, là, 2 volts, 3 volts, 4 volts. 2 volts, 2 volts, 3 volts, puis 4 volts là, pour celui-là. Là. Fait que c'est vraiment donc pas pareil donc, pour le U, puis ça s'additionne quand on est en série. Je pense que je vais vous apporter tout de suite une place où est-ce qu'on peut écrire. Donc, nos affaires, tiens, on a ici une petite place dans le bas. Là. Fait qu'on va aller se faire un petit tableau.
on va s'écrire série parallèle. Puis ce tableau-là, il va falloir l'apprendre par cœur. Moi, je vous conseille, là, avant de commencer votre examen, là, vous l'écrivez en haut de votre examen. L'intensité de courant est en ampères, puis la différence de potentiel est en volts. J'avais dit, regardez comment on starte le tableau. En série, l'intensité de courant est égale. Fait qu'en série, l'intensité de courant est égale. Ça veut dire qu'en parallèle, ça s'additionne. Puis c'est le contraire pour le U. Là, ça va s'additionner, puis là, ça va être égal. Il faut savoir ça par cœur. Vous dessinez ce tableau-là avant de commencer. Comme ça, c'est sûr que ça va vous aider. C'est beau? Donc là, on vient d'en faire un en série. Là. En série, l'intensité de courant était tout le temps de 1 ampère, 1 ampère, 1 ampère, 1 ampère, 1 ampère partout. Fait que si, admettons que je prends mon ampère-mètre, là, bien, Colin, ça va toujours donner 1 ampère que je vais le mettre partout. Mon voltage va être différent à toutes là, les petites connexions, à tous les résistors ou à toutes les ampoules. Mais quand je vais l'additionner, ben là, c'est sûr que je vais pouvoir avoir là, mon U donc total. Il s'additionne, tandis qu'ici, ben, il va rester donc égal. Puis en parallèle, c'est le contraire. Puis là, justement, bon, on va aller faire un exemple en parallèle, ici. Fait que quand je suis branché en parallèle, fait que j'ai pas mal des mêmes résistors que tantôt, là, les chiffres sont changés. Sauf que là, quand que je vais passer là, ça va du plus au moins, là. Fait que le courant, il voyage de même, là. Là, il arrive là, le courant, il fait « Oh merde, j'ai 3 chemins. Je peux aller soit là ou soit là. » Fait que dans ce temps-là, là, quand il y a 3 choix, là, c'est comme si qu'au lieu de se prendre tout par la main, là, ben, on se prendrait là, tout par les épaules là, pour faire le petit train, là, comme des noces, là, tu sais. Un peu le même principe, où on se mettrait en rang, donc admettons. Fait que là, on a comme 3 choix donc différents. Fait que le courant, il peut passer là, puis là. Si les 3 résistors étaient les mêmes, il y aurait la même intensité qui irait partout. Le courant il se diviserait en 3. Mais là, le courant, il ne peut pas se diviser en 3 parce que les résistors ne sont pas pareils. Ils offrent des résistances au courant, donc différents. Fait comment que je vais savoir? Tu sais, pour dire là, que hey, mon intensité du courant ici dans le résisteur 1 va être de combien? L'intensité du courant dans le résisteur 2 va être de combien? Puis l'intensité du courant dans le résisteur 3, il va être de combien? Je sais que je ne peux pas le diviser par 3. Fait comment que je vais faire pour calculer ça? Fait que pour être capable de calculer ça, bien, le but, c'est qu'il faut comprendre aussi que pour aller chercher la résistance équivalente. Résistance équivalente, là, dans le fond, là, c'est la résistance totale. C'est si je mettais les 3 résistances ensemble, là, je ne pourrais pas les additionner, qu'est-ce que ça donnerait? Mais là, je suis en parallèle. Fait que quand que je suis en parallèle, pour aller calculer la résistance équivalente, c'est ça ma maudite formule. Fait que là, il faut que je fasse 1 sur la première résistance, plus 1 sur la deuxième résistance, plus 1 sur la troisième résistance. J'en ai 40, je vais faire ça 40 fois. Je vais aller pitonner ça sur ma calculatrice. En pitonnant ça sur la calculatrice, là, mettez toujours des parenthèses pour la propriété d'opération. OK? Puis, on va aller pitonner. Checkez bien ça, ça ne donnera pas la bonne réponse tout de suite. Là, je ne sais pas comment que M. Dominique vous faisait calculer. Moi, je ne peux pas pitonner direct là, fait que je vais prendre ma calculatrice ici avec ma souris, puis je vais pitonner comme une grand-mère, là. Fait que j'ouvre ma calculatrice, comme ça. Je vais en tasser parce qu'elle est vraiment dans mes jambes, comme ça ici. Puis là, je vais pitonner ça. Là. Parenthèse. 1 divisé par 4, parce que souvent, à la fin de l'année, on se trompe parce qu'on n'est pas capable de calculer. Plus, parenthèse. 1 divisé par 6, ferme la parenthèse, puis je pitonne comme une grand-mamie. Parenthèse. Oh, je n'ai pas fermé la parenthèse comme il faut. Là, vérifiez-moi là, si je ne suis pas correct. Plus, parenthèse, j'ouvre la parenthèse, 1 divisé par 12. Là, en fin de journée, je suis un peu pas rapide. Tadam! Puis là, vous faites Ah, tu ne l'as pas eu, ça donne 0,5. Là, on va regarder pourquoi je ne l'ai pas eu. Donc là, ça, si je pitonne ça, là, ça va me donner, puis là, je vais prendre le bon côté, 0,5. Là, quand je pitonne ça, là, ça ne me donne pas la résistance équivalente. Ça me donne 1 sur la résistance équivalente. Comment que je fais pour monter en haut ma résistance équivalente? Bien, ça aussi, comme ça, je vais faire la même chose. Je vais faire 1 divisé par 0,5. Faire la même chose aussi. Donc, 1 divisé, je peux, par 0,5 qui va me donner
qui va me donner, mon égal ne marche pas, dans les poches, oui, ça marche, qui va me donner 2. Fait que ça, finalement, si je calcule ça, ça me donne 2. À l'examen, là, c'est sûr qu'ils vont vous mettre cette réponse-là dans les choix de réponse. Là. Fait qu'il faut vraiment penser que si je veux chercher la résistance équivalente et non 1 sur la résistance, à ma réponse, il faut que je fasse 1 sur tout ça. Dans le fond, là, la formule, c'est 1 sur... Bon, on va l'écrire à côté. Checkez bien ça, la formule. Résistance équivalente, dans le fond, c'est 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3 plus 1 sur jusqu'à temps qu'on soit écœuré. Fait qu'il faut vraiment faire 1 divisé par la réponse de tout ça. Je ne sais pas si vous comprenez, là, qui va me donner 2 ohms. Là, vous allez dire, des 2 ohms, qu'est-ce que c'est ça, 2 ohms? Bien, 2 ohms, là, ça me donne la résistance ici, là, à la source. Fait que résistance équivalente est égale à 2 ohms. C'est là, là, que je l'ai, donc, mon 2 ohms. Qu'est-ce qu'on peut vous demander, donc, avec ça? On peut vous demander, puis là, ça va être dans l'autre côté, je pense. Oui, on a des gros numéros, donc, de l'autre côté, qu'on va aller faire. On peut vous demander d'aller chercher l'intensité de courant qui va passer dans chacun des résistors. Là, vous allez faire, ah ouais, il faut encore que je prenne la même formule. Comme ça, U est égal à RI. Je vais aller isoler donc mon I. Puis mon I, là, je vais le faire avec chacun donc des résistors. Fait que je vais tout le temps faire 12 volts parce que dans le problème, là, on nous dit ici que, on va aller mettre le U, là, que le U est égal à 12 volts. Puis c'est sûr que le U, lorsque je suis en parallèle, donc le U est égal partout. Je vais aller vous le montrer. Checkez bien ça, là. On l'avait mis là, là. Regardez là. Le U en parallèle, il est égal partout. OK? Il est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps égal. Ça, il faut savoir ça par cœur, sinon même moi, je ne suis pas capable de faire mes numéros. Fait qu'on va faire 12 volts, 12 volts, 12 volts. Ça va toujours être 12 volts. 12 volts pour tout le monde. Puis je vais diviser donc par les résistances qu'on m'a mis dans le dessin avant. La première résistance c'était 4, l'autre c'était 6, l'autre c'était 12. Fait que je fais mes divisions. Puis je vais avoir donc l'intensité de courant donc dans chacun. Et qu'est-ce qui est le fun? C'est que quand j'additionne ces intensités de courant-là, regardez mon addition, qu'est-ce qu'elle va me donner? Elle va me donner donc 6 ampères. Fait que 6 ampères, là, ça veut dire que c'est 6 ampères S à la source. Si je les mets tout ensemble, là, ça va me donner ça à la source. Et pourquoi que je peux les additionner? C'est à cause de mon motadine de tableau ici. Regardez, en parallèle, l'intensité de courant s'additionne, comme ça ici. Puis, regardez bien, si je veux savoir si j'avais raison tantôt avec ma résistance équivalente là, à la source, là, on a dit que U équivalente, ça c'est EQ là, pour équivalente. U à la source, c'est 12 volts. I à la source, c'est 6 ampères. Je les divise, tadam, ça me redonne mon 2 ohms de tantôt que je suis allé calculer pour ma résistance équivalente. Fait que ça marche, ça fit. Qui sont à l'aise avec ces calculs-là? Qui moyen? Qui va falloir qu'il se replonge là-dedans? OK. Fait qu'on va en refaire. Donc, vraiment, vraiment, vraiment plusieurs, mais il y a des choses qu'il va falloir apprendre par cœur. Donc, avant, là, comme notre petit tableau. Fait que là, ça vous donne un peu, là, qu'est-ce qu'on va être obligé de faire, là, avant là, le mois de janvier. On nous dit, plus on ajoute d'éléments dans un circuit, genre plus de résistors, plus, admettons, d'ampoules en parallèle, plus la résistance équivalente donc, va diminuer. Fait que ça vous donne donc un indice là, sur la réponse que ça peut vous donner. Puis plus le courant, là, c'est le I, dans la branche principale, va augmenter. Ça, c'est un petit résumé. On va l'écrire résumé. C'est un peu comme mon tableau de tantôt. Un peu là, le même principe. Là. Fait qu'on nous dit en série, regardez bien, en série, ça je l'aime bien, ce tableau-là, là, il est bien fait. L'intensité du courant est égale. Oh, on l'a, regardez, égale. Fait que ça veut dire que la tension, elle va s'additionner, puis l'autre, ben, ça va faire l'inverse, plus puis égal. Pour la résistance équivalente, ben, en série, ça s'additionne. Fait qu'on a notre petite formule. Puis, pour la résistance équivalente en parallèle, ben, il faut faire 1 sur R1 plus 1 sur R2, ainsi de suite. Et on va aller se rajouter notre formule qu'on a vue. U est égal à RI. Jusqu'à date, là, on est censé être capable de faire tous les numéros avec ça. Un électricien, il a ça, là, il est capable de tout faire. Puis en série, ben, c'est à la queue leu. Puis en parallèle, c'est que le courant donc, va se séparer. Ça va?
Je peux mettre plein, donc je pourrais en rajouter tant que je veux, là, en parallèle, là, ça ne dérangerait pas, là, comme ça ici. Une question. Si, admettons, mes lumières d'arbre de Noël là, sont en série, s'il y en a une qui brûle, est-ce que le courant va continuer à circuler? Non. Mais si, admettons qu'il y en a une qui brûle ici, ah, ben là, le courant va pouvoir circuler dans les autres, là. Fait que les autres vont rester allumés. Fait que c'est clair que si vous avez un vieux sapin, c'est le même. Fait que quand tout s'éteint, quand il y en a un qui s'éteint, ça s'éteint tout. Puis vous avez un nouveau sapin, là, puis comme un embranchement qui ne marche plus, là, c'est qu'il est branché en parallèle. Tiens, l'autre côté. Puissance et l'énergie, donc électrique. Fait que je vous laisse souligner ça. Tous les appareils électriques, leur but, là, c'est de transformer l'énergie électrique en d'autres choses. Genre, si je fais un petit exemple avec mon téléviseur chez nous. Bien, le téléviseur, lui, il va transformer l'énergie électrique en énergie lumineuse pour me donner des images, puis il va transformer l'énergie électrique en énergie sonore pour me donner du son de ma télé. Comment que je fais pour aller calculer la puissance ou la quantité d'énergie transformée par unité de temps? Bien, c'est avec la formule ici que je vais aller encadrer. Toutes les formules, on va se faire un beau petit résumé. Là, je vais vous donner une feuille de résumé de formule. La puissance, bien là, il va falloir retenir les unités. La puissance, c'est en watts. On va se mettre un petit W, puis je vais me mettre une autre couleur. La puissance, c'est en W. Ça, c'est un petit égal ici. L'énergie, c'est en joules. Puis le temps, on va toujours mettre ça en secondes. Fait que des joules divisés par des secondes, ça donne des watts. Du wattage. Fait que dans le fond, un watt, c'est des joules par seconde. Fait que à l'examen, là, vous ne pouvez même pas mettre ben là, j'ai fait des joules divisés par des secondes, fait que c'est l'unité de la puissance. Non. Il faut savoir que c'est des watts. Je peux bien sûr aller isoler les autres variables là-dedans. Fait que là, ici, on est allé isoler donc l'énergie, comme ça. Fait que comment que je fais pour isoler l'énergie? C'est comme ça. Puis on peut aller isoler le temps aussi, tant qu'à faire. Je vais le mettre aussi. Ça, c'est bien rare qu'on vous le demande, là, mais tu sais, on va aller le chercher aussi. Fait que le temps, tout ce que je ferais, là, c'est que j'échangerais de place la puissance puis le temps. Fait que la puissance s'en vient ici, puis le temps, ben, s'en va de l'autre côté. Habituellement, là, celle-là et celle-là, là, c'est les plus utilisées pour aller chercher donc l'énergie. OK. On va aller se faire un petit exemple donc avec ça, je pense. OK, fait qu'on a un petit four à micro-ondes. Puis là, souligner les autres affaires là, pendant ce temps-là. Je veux aller savoir donc l'énergie qui est utilisée par mon micro-ondes. Puis là, je sais qu'il y avait une petite erreur de calcul. Là, ils ont comme été trop vite. Oui, c'est vrai. OK. Fait que pour être capable d'aller chercher donc l'énergie, on va l'écrire. Énergie, c'est égal à la puissance fois le temps. Mais eux autres, ils ont été un petit peu trop vite. Moi, je trouvais. Fait que la puissance de mon four à micro-ondes, oh, c'est en watts. Fait qu'il faut vraiment que j'apprenne par cœur que la puissance est en watts. Fait que je vais aller écrire puissance 700, comme ça, watts, fois mon temps. Bon, c'est 2 minutes. Oups, 2 minutes, là, si je mets ça en secondes, il faut que je fasse fois 60. Ça, il faut s'en rappeler. Fait que ça va me donner 120 secondes. Fait que là, je vais l'écrire tout de suite. Fois 120 secondes. Si je multiplie ça, là, ça va donner pas 84 là, kilojoules. Là. C'est ça l'erreur. Ça va donner 84 000 avec 3 zéros joules. Et si je veux mettre ça en kilojoules, là, je vais diviser par 1000 pour mettre ça en kilojoules. Et là, ça va me donner 84 kilojoules. Oui, c'est ça, mais l'affaire, c'est que les autres, ils ne passaient pas en joules avant. Je ne sais pas si vous comprenez, là. Fait que, tu sais, ils donnaient tout de suite la réponse en kilojoules, puis là, tu pitonnes, tu dis, ben non, ça me donne 84 000. Mais tu sais, il fallait que tu catches que ça donne des joules, puis il faut que tu divises par 1000. C'est ça que je n'aimais pas. Mais oui, à la fin, au final, il était correct. C'est vraiment ça. Puis si on veut savoir qu'est-ce que c'est des kilowattheures, donc admettons, donc une puissance, ben c'est la même chose que ça ici, mais ça, je ne suis pas sûre qu'on va s'en servir donc à l'examen. Fait qu'on laisse faire ça. La puissance aussi. On a cette formule-là pour aller la calculer en haut, ou on a L, celle-là. Puissance est égale à U fois I pour les unités employées. Unité, donc employé,
La puissance est en watts. Le U, c'est V, volt. Il va falloir s'en rappeler par cœur. Puis le I, donc, c'est l'ampérage. Puis si, admettons qu'on combine ces deux formules-là, là, ben, ça peut donner cette formule-ci ou cette formule-là qui sont peu utilisées. Il y a peut-être elle. Là. Fait que ça, c'est comme la combinaison des deux formules précédentes. Combiner. Formule combinée. Si on va l'écrire. Formule combinée. Comme ça. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette formule-là? C'est que plus un appareil là, va avoir d'intensité de courant, parce que l'intensité de courant est au carré, plus l'énergie qu'elle va demander, donc électrique, qu'elle va être intense, plus ça va coûter cher. Fait que tout ce qu'il y a d'appareils qui chauffent, là, genre chauffe-eau, cuisinière électrique, les plaintes murales qui dégagent la chaleur, c'est sûr que ça demande beaucoup d'énergie. Ça va? Si on laisse faire ça, fait que dans le fond, là, on a juste encadré les formules qu'on pourrait donc utiliser. On achève. Il nous reste 1, 2, 3 pages. On finit avec ça. Ici, l'électromagnétisme. C'est que on a remarqué que lorsqu'il y avait de l'électricité, tout le tour, ben, il y a comme, quand on place des limailles de fer, là, le courant donc, va comme placer les limailles de fer dans un sens vraiment précis. Puis, il y a des substances qui sont attirées par les aimants, d'autres non. Fait que si tu n'es pas attiré par un aimant, tu es non magnétique, genre le cuivre puis l'aluminium, même si son conducteur, c'est pas pareil, un hein, conducteur puis magnétique, là. Donc, ils ne sont pas magnétiques, ils ne sont pas attirés par un aimant. Il y a des substances qui sont magnétiques. Les substances magnétiques, là, c'est les aimants. Donc, c'est toutes les substances, finalement, qui ont la propriété d'attirer tout ce qui est ferromagnétique. Fait que magnétique, là, il y a les aimants dans cette catégorie-là, puis il y a la magnésie. La magnésie, là, c'est la roche pour fabriquer donc les aimants. Puis tout ce qui est attiré par un aimant, on dit qu'ils sont ferromagnétiques. Ils ne sont pas magnétiques, là, ils sont ferromagnétiques. Fait que le fer, le nickel, le cobalt, donc sont ferromagnétiques parce qu'ils ont un champ magnétique autour, sont attirés donc par les aimants. Fait que magnétique, là, c'est qu'est-ce qui attire les substances qui sont ferromagnétiques, autrement dit les aimants. Non magnétique, ça ne marche pas. Puis ferromagnétique, ben, c'est que si je colle un aimant dessus, pouf, ça va se coller. Il y a les éléments naturels aussi qui peuvent jouer le rôle d'aimant, comme la magnétite que j'ai, ou la magnésie ou la magnétite, là, c'est deux choses. Là. Donc, pareil, là, qui peuvent marcher aussi. Et tout aimant va toujours avoir un pôle nord et un pôle sud. On peut représenter les aimants comme ça ou comme ça aussi. Pôle nord, pôle sud. Et en général, le pôle nord, là, il va comme être coloré là, pour dire que c'est le pôle nord. Tiens, on va le colorer de même. Comme ça, on va mettre un N, puis on va mettre un N, puis c'est comme coloré. Tout ce qui est magnétique ou qui dégage donc de l'électricité va avoir des champs magnétiques donc tout le tour. Puis les champs magnétiques, ça, il faut s'en rappeler par cœur. Ils vont toujours du nord, ils sortent par le pôle nord, puis ils s'en vont au pôle sud. Fait que ça veut dire, sortent du pôle nord, et là, quand ils sortent, là, ils sortent. Là. Il y en a plein. On placerait de la limaille de fer. La limaille de fer, c'est comme des petits boussoles. Là. Il y en aurait vraiment plein. Puis, ils vont s'en aller rentrer dans le pôle sud. Et plus on s'approche du pôle, là, plus les champs là, vont être concentrés. C'est comme quand je m'en vais au pôle nord, là, il y a beaucoup d'attirance magnétique. Là, les champs donc, magnétiques sont vraiment intenses. Ça, on appelle ça des lignes de force. Puis c'est vraiment concentré là, quand c'est au pôle. Il faut se rappeler ça, que ça va du nord au sud par cœur. On achève ici. Attraction et répulsion, donc pour les aimants, les pôles différents s'attirent, donc nord et sud, ça s'attire, puis les pôles semblables se repoussent. Nord et nord, ça se repousse, puis sud et sud, ça se repousse aussi. Un peu comme les charges positives et positifs et négatifs. Dans le champ électromagnétique de la Terre, OK, là, on se dessine une petite Terre, là, comme ça, là, avec des continents vraiment en l'air, là. Puis on a comme un pôle nord, puis on a comme un pôle sud. OK? Donc, pôle nord, puis pôle sud. Ça, c'est le nord géographique. Géographique. Ça, c'est le sud géographique. Mais moi, le problème, là, c'est quand je m'en vais avec un aimant, là, mon aimant Caline, comme ça, là,
Ben, mon pôle nord, là, il va être ici. Fait qu'en réalité, là, mon pôle nord géographique, là, c'est comme un pôle sud, donc magnétique. Je ne sais pas si vous comprenez, là, puisque nord et sud, donc ça va s'attirer. Pas sûr qu'il va y avoir des questions là-dessus, mais il faudrait que je vous le dise. Puis, comment que je fais pour déterminer donc le sens d'un courant, puis le sens du champ donc magnétique, c'est avec la règle de la main droite. Fait que tout fil. Si je place, admettons, là, de l'alumette de fer tout le tour, là, on va voir que l'alumette de fer va comme s'accumuler en rond. Et pour savoir le sens, donc ça va tourner, regardez bien. Le pouce, lui, il va représenter donc le courant. Oh, tentative de dessiner un pouce. Essayez de dessiner donc une main de même, hein, comme ça, avec les doigts, comme ça. Bon, OK, de même. Fait que le pouce, il va représenter le sens du courant, autrement dit le I. Et les enroulements des doigts, regardez, l'enroulement des doigts, là, va faire en sorte que, oh, ça veut dire que le courant là, va voyager comme ça, donc dans ce sens-là. Fait que ça, vous pourrez avoir des questions là, sur la règle à main droite aussi. Règle à main droite, alors, on la voit vraiment mieux, c'est vraiment mieux que moi là, tantôt. Il faut vraiment y aller dans le sens du courant. Fait qu'on va y aller pas avec ça, ni avec la règle à main gauche, jamais, jamais, jamais. Fait qu'on va mettre un gros X là-dessus. On y va avec la règle à main droite et on considère que ça va toujours du plus au moins. Quelle question que je pourrais avoir avec ça? L'autre côté ici. C'est que là, j'ai un fil électrique, mais torsadé. Un fil électrique enroulé, là, on appelle ça un solénoïde. Et si je mets le courant là-dessus, plus le courant, bien, on appelle ça un électroaimant. Et pour savoir où est le pôle nord, où est le pôle sud, comment que ça va se déplacer, ce courant-là, je vais avec la règle de la main droite. Regardez bien. Fait que là, je ne sais pas si vous voyez, là, le solénoïde, là, il s'enroule de même, là, ou il y a comme ça, là. Donc, le courant, là, on y va. Donc, ici, là, hey, y a-t-il un plus ou un moins, là? On dirait que ça n'apparaît pas. Et maudine. On va aller voir, là, ça n'a pas sorti comme du monde. Ben oui, c'est un gros plus, ça. Bon, fait qu'un plus. Fait que ça va du plus au moins de même. Fait que j'y vais comme ça. Donc, ça veut dire que le courant va du plus au moins. Du plus au moins. Ici, comme ça. Fait que je vais enrouler mes doigts comme si j'étais un solénoïde. Puis mon pouce, ben, il va me donner, oh, le nord. Donc, le nord de mon aimant. Fait que si ce serait le nord, là, ce serait le sud. Fait que ça veut dire que les lignes de champ, là, ils voyageraient comme ça. Puis ils rentreraient, donc sortiraient du nord et rentreraient donc vers le sud. Fait que les doigts sont là pour le sens du courant. Puis le pouce pour aller chercher donc mon pôle nord. Si, admettons que je placerais une petite aiguille donc là-dessus, bien là, je pourrais noter donc l'orientation donc des champs aussi, là, puis noter que le pôle nord de la boussole serait là, puis le pôle sud serait là, le pôle nord là, puis le pôle sud là, puis ainsi de suite. Ça va? OK. C'est garoché, là, je le sais, mais on va faire des examens là, avec ça. Là. On va faire des numéros. Je sens que vous êtes tannés, moi ici. Là, je m'informe pour l'univers vivant. Je pense qu'on ne le fera pas, puisque ça fait plusieurs années qu'il n'y a pas de questions à l'examen sur l'univers vivant. C'est beau? Fait qu'on se revoit mardi prochain.